Je bénéficie de la priorité de passage si je circule sur la trajectoire A. Oui, réponse A. Non, réponse B. La trajectoire B. Oui, réponse C. Non, réponse D. On voit qu'on est sur une route prioritaire, condition qu'on reste sur le gros trait. Donc c'est ce gros trait-là qui est prioritaire. Si je tourne à gauche, je vais quitter la route prioritaire, mais surtout, et c'est ça qui est important, je vais traverser la route prioritaire. Donc ceux qui viennent de ce sens-là de la route prioritaire, normalement, je dois les laisser passer parce que je vais leur couper la route. Donc dans la situation A, je dois laisser passer ceux qui arrivent de la route prioritaire, donc ceux qui arrivent de là. Dans la situation B, je reste sur la route prioritaire, comme ici, donc je suis prioritaire. Donc je bénéficie de la priorité de passage si je circule sur la trajectoire A. Non, réponse B, parce que je vais couper ceux de l'axe prioritaire. La trajectoire B, oui, je suis prioritaire, puisque je reste sur cet axe prioritaire. Donc réponse B, C. Je suis limité à 130 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'accélère pour augmenter mon allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si on revient en arrière, on peut voir que ici, il y avait une limitation de 110 km/h. Donc, est-ce que je suis limité à 130 km/h? Non, réponse B. Ensuite, on avance un peu plus loin dans la vidéo et on voit qu'on veut s'insérer. Et il y a le véhicule bleu là qui se trouve devant moi. J'ai mis mon clignotant à gauche. Je vais m'insérer donc derrière le véhicule bleu. Si j'accélère encore pour augmenter mon allure, je vais me retrouver trop près de ce véhicule et je n'aurai plus mes distances de sécurité. Je vais donc me mettre en danger. Donc là, je n'accélère pas plus. Je maintiens l'allure que j'ai actuellement pour pouvoir m'insérer. Et ensuite, dès que je peux, je reprends des distances correctes de sécurité. Donc là, c'était réponse B et D. Je peux m'arrêter sur l'accotement droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on peut voir qu'il y a des zébras. Donc la règle dit que je n'ai pas à m'arrêter ni stationner sur des zébras. Et j'ai une confirmation avec une ligne continue. Si je n'avais eu que la ligne continue, je n'aurais pas eu l'autorisation non plus de m'arrêter et stationner ici. Il n'y a pas l'obligation d'avoir des zébras, la ligne continue suffit. Donc là, est-ce que je peux m'arrêter sur l'accotement droit? Non, réponse B. Lorsque j'active les feux de détresse, les clignotants qui se mettent à fonctionner sont ceux de devant uniquement, réponse A, ceux de derrière uniquement, réponse B, tous les clignotants, réponse C. Alors, lorsque je mets mes clignotants, il y en a 6 qui s'allument. Alors, les 4, vous en doutez un petit peu, les 2 de devant et les 2 de derrière. Mais il y a aussi ceux qui sont sur les côtés du véhicule, à peu près au niveau des rétroviseurs. Il y en a un de chaque côté, donc au total, ça fait 6. Donc, c'est réponse C. Dans cette descente, lorsque je freine, la pédale se met à vibrer. Je dois relâcher le frein. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, lorsque je freine et que la pédale se met à vibrer, c'est que souvent j'ai l'ABS qui se met en route. Ça veut dire que les roues de devant se sont bloquées au moment du freinage et que l'ABS va essayer de débloquer mes roues pour qu'elles se remettent à rouler. Donc à chaque fois, ça fait des vibrations dans la pédale. Eh ben, c'est tant mieux. Il faut quand même continuer à freiner parce que si vous lâchez le frein, la voiture va prendre de la vitesse et après, ça sera encore plus compliqué d'arrêter votre véhicule. Ce n'est pas grave. Sur la neige, l'ABS va se mettre très facilement en fonctionnement. Ça ne vous empêchera pas de continuer à freiner. Donc, ne relâchez pas la pédale de frein, surtout pas. Donc là, est-ce que je dois relâcher la pédale de frein? Non, réponse B. La signalisation annonce une réduction du nombre de voies. Je dois laisser la priorité de passage au bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, en effet, il y a une voie ici et une autre ici, et là-bas, on voit qu'il n'y a plus qu'une seule voie. Le damier, ça veut dire que c'est un endroit où on va traverser une voie réservée. Donc, on a le droit de circuler dessus. Donc, en fait, sa voie réservée, elle continue jusqu'ici, puis après, ça sera une voie commune à tout le monde. Lui vient de ma droite, donc il est prioritaire. Et d'ailleurs, il continue sur sa voie réservée dans cette zone-là. Donc, il est prioritaire. Donc, c'était réponse A. Le piéton aurait dû passer en premier parce qu'il bénéficiait de la priorité de passage. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. On a pu voir que depuis le début de la vidéo, le feu est vert. Donc, si le feu pour les voitures est vert, le pictogramme, donc le petit bonhomme pour les piétons, lui sera rouge. Donc, ce piéton-là, normalement, a le feu rouge. Donc, il n'est pas prioritaire. C'est pour ça que les voitures ne l'ont pas laissé passer. Évidemment, elles se sont méfiées, voir s'il n'allait pas traverser la route pour ne pas l'écraser non plus. Mais c'était à lui d'attendre. Donc, c'était réponse B. La signalisation m'autorise à tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il y a deux types de signalisation, la signalisation verticale et la signalisation horizontale. Pour la verticale, donc ce sont les panneaux, on voit pas de panneau avec une interdiction de tourner à gauche. Pour l'horizontale, là on peut voir que vous avez une ligne mixte, donc nous, celle qu'on doit prendre en compte, c'est bien celle qui se trouve sur la droite. On a une ligne continue ici et là, et vous avez vu, c'est séparé par des pointillés. Ce marquage-là veut dire qu'on a le droit de traverser uniquement. Donc, c'est pas fait pour le dépassement, c'est pour traverser. Donc, ça m'autorise à tourner à gauche. Oui, réponse A. Dans ce rétrécissement, je passe le premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, en effet, on peut voir un rétrécissement à cause des véhicules qui sont en stationnement. Donc, comme ils ne sont pas de mon côté, c'est moi qui suis prioritaire, tandis que celui d'en face va être obligé d'emprunter un peu ma voie pour pouvoir continuer sa route. Donc, c'est celui d'en face qui va me laisser passer, sinon il forcerait le passage. Donc, logiquement, il va se serrer ici, et ensuite, moi, je pourrais continuer dans ma voie normalement. Attention, il faut rester prudent dans cette situation-là et se préparer à s'arrêter au cas où il force le passage ou qu'il n'ait pas suffisamment d'espace pour pouvoir se rabattre entre les deux.
Mais la règle est je passe le premier, réponse A. Ce panneau annonce un passage pour piétons. À hauteur du panneau, réponse A. À 50 mètres, réponse B. À 150 mètres, réponse C. Donc c'est un panneau carré, donc c'est un panneau de position quand c'est carré. Donc ça veut dire que on vous annonce les choses qui sont dessinées à proximité immédiate du panneau. Si ça avait été mis à l'avance, ça aurait été un panneau triangulaire comme celui-ci qui nous annonce un danger et il est mis à l'avance, donc en fonction de si vous êtes en agglo ou pas. Donc en agglo 50 mètres avant et hors agglomération 150 mètres avant. Mais là, c'est un panneau de position, donc c'est à hauteur du panneau. Réponse A. Si je reste dans cette voie, je vais emprunter l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. On peut voir qu'il y a un panneau avec deux flèches. La flèche de droite, tout est bleu, donc je vais me diriger sur l'autoroute si je reste dans cette voie-là. Donc c'était réponse A. À cause de son gyrophare allumé, je dois lui laisser la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, les gyrophares orange sont des gyrophares de service. Donc, ça peut être, par exemple, pour des véhicules qui s'arrêtent fréquemment. Mais ce ne sont pas des véhicules d'urgence. Ce véhicule n'est pas prioritaire. Comme il a un stop, je ne dois pas le laisser passer. C'est lui qui doit s'arrêter normalement comme un autre véhicule. Donc, c'était réponse B. Je viens de réussir mon examen de conduite. Avec mon permis provisoire, certificat d'examen du permis de conduire valable 4 mois, je peux conduire en France uniquement. Réponse A. En Europe uniquement. Réponse B. Partout. Réponse C. Donc vous savez, le certificat d'examen, là, c'est quand vous avez passé votre examen. À l'issue, vous avez la réponse si c'est favorable ou pas. Et si c'est favorable, ce document-là vous donnera l'autorisation de conduire pendant 4 mois en attendant de recevoir votre vrai permis de conduire. Ce certificat, vous devez pouvoir circuler avec et présenter si besoin en cas de contrôle des forces de l'ordre ce document-là avec une pièce d'identité. Mais attention, ce document provisoire ne vous donne pas l'autorisation de circuler à l'étranger. C'était réponse A. Je suis bien placé pour m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. On peut voir sur le bord du trottoir jusqu'à la zone qui est faite pour les stationnements, donc ça s'arrête ici, que nous avons des pointillés jaunes comme ça. Les pointillés jaunes nous autorisent à nous arrêter uniquement, mais nous n'avons pas le droit de stationner. Je rappelle qu'un arrêt, c'est uniquement pour faire descendre un passager ou pour prendre un passager, ou alors pour déposer des bagages ou mettre des bagages dans la voiture. Donc on doit rester à proximité immédiate de la voiture pour pouvoir dégager immédiatement si besoin. Donc là, j'ai le droit de m'arrêter, mais pas de stationner. Donc c'était réponse A et D.
conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé, je peux circuler dans cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc je rappelle au nouveau que vous avez aussi des questions qui concernent maintenant les autres usagers de la route et donc ça peut être vu d'un autre usager de la route. Donc là, notamment, vous voyez, c'est vu d'une trottinette. Et là, on me dit que c'est un engin de déplacement personnel motorisé. Il faut savoir par cœur ça, que quand c'est motorisé, c'est considéré comme un cycliste. Ce qui fait que là, vous voyez, c'est une voie réservée aux bus et aux cyclistes. Donc, en tant qu'engin personnel motorisé, je peux utiliser cette voie-là. Donc, c'était réponse A. La signalisation interdit de faire demi-tour, réponse A, de circuler en feu de position seul, réponse B, de rouler à plus de 100 km/h, réponse C, de s'arrêter, réponse D. Ça veut dire que c'est un tunnel de plus de 300 mètres de long. Alors, qu'est-ce qu'il est interdit de faire dans un tunnel de plus de 300 mètres de long? Il est interdit de faire demi-tour. C'est la règle, hein. Vous voyez ce panneau-là, vous savez que c'est interdit de faire demi-tour. Il est interdit de s'arrêter, de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence, et vous devez aussi allumer vos feux de croisement. Donc là, c'était quoi comme réponse? Réponse A, réponse B et réponse D. Je viens d'obtenir le permis B. Je peux conduire une motocyclette légère immédiatement, réponse A, après 2 ans de permis et une formation obligatoire de 7 heures, réponse B. Donc c'est vrai, si vous avez passé le permis B, vous ne pouvez pas conduire tout de suite une motocyclette légère, donc vous devez patienter un minimum de 2 ans. Et ensuite, vous devez faire une formation de 7 heures en auto-école dans un établissement agréé pour ça. Donc c'était réponse B. En cas d'accident, j'avertis les secours depuis mon téléphone portable. En composant le 911, oui, réponse A. Non, réponse B. En composant le 112, oui, réponse C. Non, réponse D. Pour avertir les secours avec le téléphone portable, il y a un chiffre à retenir, c'est le 112, obligatoirement. Donc là, le 911, c'est pas le bon numéro, c'est réponse B, et le 112, oui, réponse C. Je cède le passage à l'autobus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on voit le marquage de l'arrêt de bus avec les zébras jaunes ici. Ce bus-là a son clignotant à droite. À partir du moment où il a toujours mis son clignotant à droite ou qu'il a ses feux de détresse, je n'ai pas à lui céder le passage. Donc là, c'était réponse B. Je roule depuis plus de 2 heures. J'attends les premiers signes pour m'arrêter. Réponse A. Je fais une pause dès que possible. Réponse B.
Alors la fatigue, c'est un facteur important d'accident. C'est souvent sous-estimé. Il faut savoir qu'on peut avoir des phases de micro-sommeil. Alors les micro-sommeils, c'est des microsecondes où on ferme les yeux et on ne s'en rend même pas compte. Donc évidemment, je roule depuis plus de 2 heures, eh bien je fais une pause dès que possible. Donc réponse B. Ce voyant s'allume en circulation. Il indique un manque de pression d'huile. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, lorsque le voyant est rouge, ça m'indique un danger grave avec un arrêt obligatoire et immédiat. Ce symbole-là de burette d'huile indique un manque de pression d'huile. Donc cela peut venir soit d'un manque d'huile, mais aussi d'un problème de pompe à huile défectueuse. Donc ce qui veut dire que la pompe à huile, elle va alimenter votre moteur en huile. D'accord ? Si vous roulez avec un moteur qui manque d'huile, vous allez casser votre moteur, en résumé, pour simplifier. Donc il faut surtout pas rouler avec un manque de pression d'huile. Donc après s'être arrêté, il faut compléter le niveau, puis aller voir un garagiste pour trouver la fuite, parce que ce n'est pas normal que vous perdiez de l'huile à ce point-là. Donc réponse A et C. Je risque l'éblouissement au lever du soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que ce soit le lever du soleil ou le coucher du soleil, on a un même problème, c'est que la lumière elle est rasante, c'est-à-dire que vraiment c'est au ras de la route, donc même si j'abaisse le pare-soleil, ça ne suffira pas. Donc là c'était réponse A. Le feu est rouge, je m'arrête juste derrière la voiture de devant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, le feu est rouge, la voiture s'est arrêtée. Donc moi, si je m'avance ici, je vais me retrouver au niveau de l'intersection. Donc si je m'avance là, je suis là. Entre-temps, là, vous voyez la voiture qui est ici, là. Si elle avance et qu'elle veut tourner dans cette rue-là, moi, je bloque la circulation. Donc je fais un bouchon, je crée un bouchon. Je ne dois jamais m'arrêter au niveau d'une intersection. Si c'est arrêté devant, je ne dois pas l'encombrer. Donc je m'arrête maintenant. Donc le feu est rouge, est-ce que je m'arrête juste derrière la voiture de devant? Non, réponse B. Par rapport à un moteur chaud, un moteur froid consomme beaucoup moins, réponse A, autant, réponse B, beaucoup plus, réponse C. Alors, un moteur froid, ça consomme beaucoup plus dans les premiers kilomètres. C'est encore pire en hiver parce qu'il mettra plus de temps à se réchauffer. Donc c'est surtout pas écologique de faire 500 mètres pour aller acheter une baguette de pain, par exemple. Vous allez consommer 2 fois plus pour aller chercher votre baguette de pain. Allez-y à pied, c'est bon pour la santé en plus. Donc évitez de prendre la voiture pour des tout petits trajets. Réponse C. Pour croiser ce piéton, je respecte un intervalle minimum de 2 mètres. Réponse A. 1,50 m. Réponse B. 1 mètre. Réponse C. 0,50 m. Réponse D.
Alors, je vous rappelle la règle, quand on est en agglomération, l'écart doit être au minimum de 1 mètre, et quand nous sommes hors agglomération, comme ici, hein, quand on observe là, c'est bien hors agglomération, et quand nous sommes hors agglomération, c'est 1,50 m. Donc là, c'était réponse B. Le camion qui s'engage est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avait une bonne visibilité avant de s'engager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc si on revient en arrière, vous allez voir que à un moment, nous, on sera caché derrière ce panneau publicité que vous voyez dans votre rétroviseur, d'accord? Là, vous allez le voir un peu plus en arrière. Et puis après, le véhicule, là, il est en biais, donc il n'a pas de visibilité. On va analyser tout ça. Je reviens en arrière et on regarde de nouveau. Vous voyez là, on est derrière le panneau, donc on n'était pas vu. Et puis ensuite, ici, le véhicule, il est en biais. Et est-ce qu'il peut nous voir quand il est en biais? Il n'a pas de vitre à l'arrière ici, hein, puisque c'est le container qui est derrière. Donc, il ne peut pas nous voir arriver ici. Donc, à un moment, quand on était au stop, eh bien, le panneau de publicité cachait la visibilité. Et là, il ne nous voit pas non plus. Donc, il s'est engagé sans visibilité, parce qu'il n'avait pas de visibilité. Alors, le camion qui s'engage, est-il prioritaire? Ça, c'est la première question. Alors, vous avez vu, d'ailleurs, il a un stop. Hein, on voit le panneau stop. Et de toute manière, il aurait fallu, pour qu'il soit prioritaire, que nous, on ait soit un stop, soit un céder le passage pour laisser passer la gauche. C'est la seule solution. S'il n'y a pas de signalisation, nous sommes prioritaires. Donc, nous n'avons pas de marquage au sol ni de panneau. Lui, on voit bien une bande de stop, donc il n'est pas prioritaire. Donc là, c'était réponse B. Et est-ce qu'il avait une bonne visibilité? Comme on a vu tout à l'heure, hein, non, il n'a pas la bonne visibilité pour pouvoir s'engager. Donc c'était réponse D. Donc là, c'était B et D. Les phares directionnels adaptatifs se situent à l'avant d'un véhicule, réponse A, à l'arrière d'un véhicule, réponse B. Alors, les phares directionnels, c'est surtout présent sur des voitures haut de gamme. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu ça, normalement, ici, cette distance-là, c'est quand je vais tout droit, cette zone-là, hein, d'accord? Habituellement, l'éclairage, il est comme ça. Vous avez remarqué, le phare de droite, parce que ça, vous pouvez avoir d'autres questions, le phare de droite, il éclaire plus loin que celui de gauche, pour éviter d'éblouir ceux d'en face. Donc, ça éclaire droit. Et quand je prends un virage, du coup, si ça éclaire droit, j'ai pas de visibilité sur ce qui va m'attendre de l'autre côté du virage la nuit. Donc là, à partir du moment où je commence à bouger un petit peu mon volant, donc ça détecte, hein, et là, vous avez les phares qui se déplacent vers la droite et donc qui orientent plus en direction de la route. Pareil, quand vous prenez dans l'autre sens, hein, là, normalement, ça éclaire ici, hein, droit, comme ça, et ça va détecter donc la trajectoire de la route, et donc les phares vont se diriger plus en direction de la route. Donc c'est à l'avant du véhicule. À l'arrière, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. C'est juste pour être visible, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc là, c'était réponse A. La distance de sécurité est la distance parcourue pendant le temps de réaction multiplié par 4. Oui, réponse A. Non, réponse B. On considère que la distance de sécurité, c'est la distance qu'on va parcourir pendant le temps de réaction et qu'on va doubler. On va rajouter une seconde de plus par sécurité, justement. Donc, le temps de réaction, lui, c'est la distance qu'on parcourt pendant 1 seconde. Donc ça, c'est le nombre de mètres qu'on parcourt pendant 1 seconde. Ok, on va rajouter une deuxième seconde
par sécurité. Donc ça fera 2 secondes. Donc la distance, on multiplie par 2. Hein. 1 seconde plus 1 seconde, on le multiplie par 2. Donc là, c'est réponse B. Les feux diurnes ont pour but de mettre le véhicule en évidence. Le jour, réponse A. La nuit, réponse B. Donc les feux diurnes, ce sont les petits feux que vous voyez ici, hein, d'accord, sur la photo. Ça, c'est en fait la journée, dès que vous allez mettre le contact, les feux diurnes vont s'en mettre aussi automatiquement. Vous n'avez rien à faire, ça se fait tout seul sur les nouvelles voitures. Les anciennes voitures n'en possèdent pas, donc là le problème ne se pose même pas. Mais sur les voitures, dès que vous avez des feux diurnes de mid sur votre voiture, dès que vous allez mettre le contact, ça va s'allumer automatiquement. Quand vous allez enclencher, parce que par exemple il pleut ou parce qu'il fait nuit, quand vous allez enclencher les lumières, donc par exemple s'il pleut, les feux de croisement, les feux diurnes vont s'éteindre automatiquement pour laisser la place aux feux de croisement. C'est pas au même endroit, mais je veux dire par là que ça va s'éteindre. Les deux ne vont pas s'additionner. Donc si j'enclenche des feux à côté, mes feux diurnes vont s'enlever. Et les feux diurnes, eh bien en effet, ça permet de bien mettre en évidence la voiture le jour et pas la nuit, parce que dès que vous allez enclencher les feux, ça va s'éteindre. Donc là, c'était réponse A. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce qu'on a un panneau qui nous interdit de dépasser ici? Non, on n'a pas d'interdiction. Est-ce qu'on a un marquage au sol qui nous interdit de dépasser? Non plus. Je vous rappelle, quand on a les flèches dans ce sens-là, c'est que c'est ceux qui viennent d'en face, d'ici, qui n'ont pas le droit de dépasser. Si ça avait été pour moi, j'aurais eu cette flèche-là, dans ce sens-là. Donc j'aurais eu les pointillés resserrés, avec la flèche comme ça. Il y a 3 flèches, et puis après, au bout des 3 flèches, il y a une ligne continue. Donc, ceux d'en face n'ont pas le droit de dépasser, mais moi j'ai le droit de dépasser. Il n'y a aucun problème. Ensuite, on va regarder si en face, il y a l'espace et la visibilité. Je vois assez loin, et en effet, il y a de la visibilité quand même, il n'y a personne en face. Est-ce que derrière quelqu'un me dépasse? Ce n'est pas le cas non plus. Je n'ai personne qui peut me dépasser. Donc, en résumé, il n'y a pas de panneau d'interdiction. Le marquage au sol m'autorise. Elle n'a pas de clignotant à gauche ni à droite. Derrière, personne ne me dépasse. Devant, personne n'arrive en face. J'ai de l'espace suffisant pour pouvoir me rabattre en face de l'autre côté de la voiture. Donc, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir effectuer le dépassement. Donc oui, je dépasse. Réponse A. Étant impliqué dans un accident matériel, je continue ma route sans m'arrêter. Je commets un délit de fuite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, étant impliqué dans un accident matériel. Impliqué, ça veut dire que j'ai un rapport direct avec l'accident. Je suis soit en cause, soit j'ai subi l'accident. Est-ce que je continue ma route sans m'arrêter? Surtout pas. Parce que si vous continuez votre route, même si vous estimez qu'il n'y a pas grand-chose, vous commettez un délit de fuite. Même en cas de petit accident matériel, à une petite rayure sur une voiture, si vous partez, vous faites un délit de fuite. Si c'est corporel, c'est encore plus. Et en plus de ça, ça peut être même un délit de fuite aggravé s'il y a une personne qui est blessée et que vous n'assurez pas les secours. Donc, en cas d'accident matériel ou corporel, les deux, tout conducteur impliqué a des obligations et des devoirs auxquels il doit faire face. C'est important, ça c'est le code de la route qui le dit. Donc, dans ce cas-là, je dois m'arrêter. Et si je ne le fais pas, ça sera en effet un délit de fuite. Donc oui, réponse A.
Je peux être verbalisé si ma voiture fait trop de bruit. Le jour, oui, réponse A, non, réponse B. La nuit, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, la réglementation sur le bruit émis par les pots d'échappement, elle est la même que ce soit de jour comme de nuit. On ne doit pas dépasser un certain seuil. Donc là, je peux être verbalisé le jour, oui, réponse A, et la nuit aussi, réponse C, donc A et C. Lors d'un départ à froid, il est préférable de faire chauffer le moteur à l'arrêt, réponse A, de rouler en douceur dès qu'il tourne, réponse B. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il faut savoir qu'un moteur qui est froid va consommer beaucoup plus. Donc si on démarre le moteur mais qu'on ne roule pas, qu'on reste sur place, bah là le moteur consomme du carburant mais on aura fait 0 km, donc on consomme pour rien. Ce qui veut dire qu'en fait, il vaut mieux rouler dès qu'on a démarré le moteur. Par contre, pour pas l'abîmer, le moteur, pour pas l'endommager, on va rouler lentement. On va démarrer en douceur et on va pas trop monter dans les tours jusqu'à ce qu'il soit à la bonne température. Donc ça, il va falloir attendre plusieurs kilomètres. Donc, lors d'un départ à froid, il est préférable de rouler en douceur dès qu'il tourne pour une raison économique et écologique. Ma voiture est équipée de feux diurnes. Je dois allumer les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors qu'est-ce que c'est que les feux diurnes là justement? Alors les feux diurnes, c'est aussi appelé les feux de jour, on appelle ça comme ça. Donc ce sont des feux qui s'allument automatiquement à l'avant de votre véhicule, même quand il fait beau. Ça permet en fait de rendre la voiture plus visible pour les usagers qui arrivent en face par exemple. Mais attention, les feux diurnes, ça ne remplace pas du tout les feux. Ici, je rentre dans un tunnel, on me dit qu'il y a une obligation d'allumer les feux, donc je dois enclencher mes feux obligatoirement. Donc là, c'était réponse A. Je risque une amende si je transporte une personne non ceinturée âgée de 12 ans, réponse A, 16 ans, réponse B, 18 ans, réponse C, 21 ans, réponse D. Donc c'est pareil, je vous conseille de le noter parce que c'est une question qui a tendance à revenir souvent. Vous êtes responsable pour tous ceux qui sont mineurs, c'est-à-dire qui ont moins de 18 ans. Donc pour tous les passagers qui ont moins de 18 ans. Là, vous aurez une amende dans ce cas-là. Donc c'était réponse A et B parce que ces deux-là ont moins de 18 ans. Cette voiture risque de déborder dans ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qui se passe? On observe donc et on voit une voiture là qui a le clignotant à droite. On voit même les roues qui sont tournées vers la droite. Le problème, c'est que si elle commence à braquer trop tôt, à tourner trop tôt, le derrière de là risque de taper le derrière de cette voiture-là. Donc la voiture va être obligée de se déporter un petit peu plus en avant
pour que le derrière passe, pour ensuite revenir dans sa voie. Quand elle va se déporter, vous voyez bien l'axe qui est ici, elle va bien emprunter ma voie. Elle risque de vraiment l'emprunter. Donc là, il va falloir faire très attention, nous, de notre côté, et à adapter notre allure et être prêt à intervenir si besoin. Donc réponse A. Avant d'entrer dans ce passage étroit, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, on va aborder un virage qui n'est pas large du tout et qui n'a pas de bonne visibilité du tout non plus, on voit rien. Donc on est en raglo aussi, donc on peut utiliser le klaxon pour prévenir de notre présence. Là, il vaut mieux le faire. Pourquoi ? Parce que si vous avancez un petit peu trop, vous allez être bloqué ici, et puis si un autre véhicule qui arrive en face, il n'aura plus la place pour passer. Encore pire si c'est un bus ou un car qui arrive, alors là ça va être la catastrophe. Donc pensez avant de vous engager à klaxonner de manière à ce que de l'autre côté, on vous entende et que le véhicule s'arrête si besoin. Évidemment, on va ralentir pour avoir le temps de s'arrêter au bon endroit et ne pas gêner la circulation si on découvre qu'il y a un véhicule qui arrive en face. Donc là, c'était réponse A et C. Le transport le plus rapide dans les agglomérations aux heures de pointe est le vélo, réponse A, la voiture, réponse B. Et pour vous donner une idée, dans les bouchons, en voiture, il nous faut à peu près 27 minutes pour parcourir 3 km, 18 minutes en transport en commun, ça met 12 minutes en vélo. Donc réponse A. Sur le plat, je stationne sans le frein de parquage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le frein de parquage, c'est le frein à main, c'est la même chose. Est-ce qu'on le met si on est sur le plat ? On pourrait se dire que non. Mais le problème, c'est que s'il y a un autre véhicule qui vous rentre dedans, ma voiture, elle va être propulsée. Et elle risque d'être propulsée contre un obstacle, ou même, par exemple, un piéton. Donc, il faut mettre votre frein à main obligatoirement. Donc, non, réponse B. Je freine ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on m'annonce ? On m'annonce qu'il va y avoir un contrôle de radar automatique. D'accord ? Bon, tant que je respecte ma limitation de vitesse, je n'ai pas, moi, à freiner inutilement. D'accord ? Ensuite, devant, dans ma voie, il n'y a rien de particulier. J'ai pas un véhicule qui est trop près. J'ai bien mes 2 bandes d'arrêt d'urgence. Donc, mes distances de sécurité sont bonnes. On me dit que je suis limitée à 110 km/h parce qu'il y a une succession de virages. D'accord ? Donc je regarde mon allure et je suis à 100 km/h. Donc je respecte bien l'allure qui est préconisée pour pouvoir bien gérer la trajectoire de ma voiture et donc ne pas perdre la maîtrise de ma voiture. Donc si je suis à 100 km/h, normalement je n'ai aucun problème pour passer ce virage-là. D'accord ? Donc je n'ai ni besoin de ralentir, ni besoin de freiner. Donc c'était non aux deux, réponse B et D.